C'est le gang de motards le plus violent des États-Unis. Ils n'abandonneront jamais, ils se battront jusqu'au bout. Ils sont nomades et sèment la terreur partout où ils vont. On est le géant le plus fort de la vallée. On a une réputation à défendre. Ce sont les Pagans. Leur devise est « Fais ce que tu veux aux autres et déguerpis ». Absolument, incontestablement. La Pennsylvanie, avec ses aciéries et ses équipes sportives. Une population de cols bleus formée par des quartiers rudes et une éthique du travail puritaine. Sa plus grande ville, Philadelphie, s'est toujours identifiée à ses fils les plus durs de la classe ouvrière. Comme son héros préféré, Rocky Balboa. Philadelphie a la réputation d'être une ville dure. Les amateurs de sport sont exigeants. Ils aiment voir leurs équipes gagner et quand elles perdent, ils ne sont pas contents. La ville de l'amour fraternel ne mérite pas toujours son surnom. La criminalité a toujours été présente à Philly. Jimmy D, qui a parcouru ces rues quand il était un pagan, la connaît bien. Un pour tous, tous pour un. Mourons ensemble, battons-nous ensemble, faisons l'amour ensemble. Les motos et la fraternité sont ce qui nous unit. Tout le reste vient après. Pendant 10 ans, Jimmy D et les Pagans ont régné avec brutalité sur Philadelphie. Ça a toujours été le territoire des Pagans, leur lieu de prédilection. Ils ont toujours indiqué clairement aux autres gangs de motards que cette ville leur appartenait. Les Pagans font partie d'un gang 1%. C'est le pourcentage des clubs de motards qui revendiquent avec fierté leur statut de hors-la-loi. 99% des gens acceptent de suivre les règles établies et d'avoir un comportement socialement acceptable. Il y a 1% qui ne le fait pas et est hors la loi. Tant pis pour le reste du monde. Nous, on vit de cette façon. Cette philosophie les a incités à devenir le gang de motards le plus secret et le plus nomade. Ils n'ont pas de lieu de rassemblement ni au plan national, ni par chapitre. Pour éviter que la police sache d'où ils viennent, ils renoncent à identifier leur état sur leur veste. Le gang compte de 3 à 400 membres. Les Pagans sont établis dans certains États tels que la Pennsylvanie, New York, l'Ohio, le Maryland et la Virginie. Leur brutalité compense souvent leurs effectifs réduits. Ce qui les définit, c'est leur propension à la violence. Ils sont un groupe très violent et nomade. Ils sont souvent introvertis et c'est un gang très fermé. Ils ont un comportement antisocial. Les Pagans ont été associés à des voies de fait, des vols, de l'extorsion, ainsi qu'à du trafic d'armes et de stupéfiants. Il y a des tâches ingrates, mais ça peut aller jusqu'au meurtre. Jimmy D est fier de sa vie dans les 1%. Il est entré dans le gang en 1972, renonçant à une carrière dans le football collégial pour vivre comme un hors-la-loi. À l'époque où j'étais au collège, je travaillais dans un poste d'essence pendant la nuit. À 3 heures du matin, on voit seulement 2 sortes de gens, les policiers et les voleurs. Les Pagans arrivaient avec leur moto après la fermeture des bars. J'ai appris à les connaître. Et le reste a suivi. La vie de Jimmy D bascule du côté obscur. C'est à ce moment qu'il commence à garnir ce qu'il appelle son porte-document. La violence dans mon porte-document représente ma vie de pagan. La plupart du temps, il s'agit de bagarres dans les bars, de guerres internes, motards contre motards. Tout ça fait partie du quotidien de pagan. L'idée, c'est qu'on ne se laisse emmerder par personne. Danny a demandé à ce que son identité ne soit pas révélée. Le gang lui a appris à mettre la fraternité et la violence au-dessus de tout.
On tombe ensemble, on participe ensemble, on repart ensemble. C'est aussi simple que ça. Denny découvre les Pagans à New York. Si on voulait se promener avec un écusson à Long Island, il fallait être un Pagan. Il n'y avait aucune discussion possible. Il a rapidement l'impression de faire partie de l'équipe. J'ai fait quelques trucs. Ils étaient toujours là pour surveiller mes arrières et j'étais là pour eux. Ça se passait bien. Denny se joint au gang au début des années 1990. Le jour où il prête serment, son mentor veut s'assurer qu'il connaît ses ennemis. Je suis allé chez lui et il a dit qu'il était d'accord pour que je sois une recrue et que je devienne un Pagan. Mais il voulait vérifier si je savais que notre gang était en guerre contre les Hells Angels. Le gang des Hells Angels est l'ennemi juré des Pagans. Il est aussi le plus gros gang de motards au monde. Denny ne l'oubliera jamais et deviendra un soldat loyal et efficace dans la guerre opposant les deux gangs. Avez-vous déjà senti l'odeur du sang qui a vieilli? Avez-vous déjà retiré des dents de vos jointures ou d'un manche de hache? Des bouts de cervelle? J'ai eu l'occasion de voir d'énormes raclées. La guerre entre les Pagans et les Hells Angels fait rage depuis des décennies, souvent avec des conséquences fatales. Le 23 février 2002, Plainview, New York. Les Pagans sont réunis au bar Diamonds. Plusieurs sont venus de l'extérieur de l'État, notamment le groupe de Philadelphie. Dave Henenlotter, un enquêteur du comté de Nassau, est présent ce jour-là. Il y avait des gens de toutes les régions. Certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. On leur avait dit que le groupe allait faire un trajet à Long Island. Un trajet est un voyage que tous les membres du gang font ensemble. Ce trajet est un mandat, ce qui signifie que le gang n'a pas le choix. Un mandat est une randonnée qu'on fait tous ensemble, que ça nous plaise ou pas. Même si votre femme est en train d'accoucher, peu importe ce qui arrive, on y va. En arrivant, les Pagans apprennent qu'ils doivent se préparer à se battre contre les Hells Angels. Leurs ennemis présentent un salon de la moto et du tatouage, le Hellraiser's Ball, dans un centre des congrès de la région. C'était le premier événement important que les Hells Angels organisaient dans le comté de Nassau. Pour les Pagans, qui considèrent Long Island comme leur fief, la présence des Hells Angels à cet endroit est une insulte. Ils veulent se venger, mais savent que l'entreprise n'est pas sans risque. Certains ont rédigé leur testament sur des serviettes de table. L'un d'eux a légué sa motocyclette à sa fille. Les gars prenaient des précautions, car ils craignaient d'y laisser leur peau. Le Hellraiser's Ball est ouvert au public, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants, en plus des membres du gang. Dave Henenlotter est sur place pour faire de la surveillance. J'avais un appareil photo et je passais pour un simple citoyen. Cet homme, l'enquêteur Smith, a demandé à ce que l'on ne révèle pas son identité. Lors de l'événement, il travaille secrètement pour le service de police de New York. Il y avait plus de 300 personnes et il y en avait plusieurs centaines d'autres à l'extérieur. Tout était très calme. Il n'y avait aucun problème jusqu'à ce que les Pagans fassent leur apparition. C'est alors que la pagaille s'est installée. L'enquêteur Henenlotter est à l'extérieur dans le stationnement. Il assiste au début des hostilités. Quand les Pagans sont arrivés, ils ont garé leur véhicule ici et ils ont marché jusqu'ici. Ils savaient ce qu'ils faisaient, car ils avaient tous des matraques. On les a vus arriver avec leurs manches de hache. L'enquêteur Smith voit le premier Pagan franchir la porte. J'ai entendu une sorte de rugissement. Et soudain, un Pagan d'au moins 1,80 m et 140 kg s'est mis à hurler. Il tenait dans ses mains un madrier. Ce n'était pas seulement un manche de hache ou un 2x4. C'était énorme. Les Pagans s'élancent vers la porte d'entrée, armés de divers objets comme des manches de hache, des pistolets Uzi, des tuyaux en métal et des couteaux.
L'enquêteur Smith remarque qu'un Hells Angel se prépare à se défendre. Il a brandi un petit pistolet semi-automatique. La rencontre se transforme en violent affrontement. Quand les Pagans doivent s'occuper d'une affaire, ils s'en occupent à fond. Peu importe les répercussions et les résultats, c'est la fraternité qui compte. Les Pagans s'enorgueillissent d'être le gang de motards le plus violent des États-Unis. Ces nomades sèment la terreur dans le nord-est du pays et intimident tous ceux qui tentent de leur mettre des bâtons dans les roues. Dans leur culture, ils croient que tout ce qu'ils font est bien. C'est ce qui leur a été inculqué. S'ils tuent quelqu'un, c'est qu'ils jugent que c'est mérité. Cette personne a fait quelque chose contre l'organisation, contre le gang. On est au-dessus des citoyens. Et on est au-dessus des membres des autres gangs. Le code secret des Pagans exige que les membres soient prêts à mourir l'un pour l'autre, sans poser de questions. Si ça ne vous fait ni chaud ni froid, vous êtes le candidat idéal. Ce mélange de brutalité et de fraternité définit les Pagans depuis le début. Les origines du gang ne sont pas claires pour les non-initiés. Certains disent qu'il a été fondé en 1959 au Maryland et affirment que son but initial était d'organiser des courses de moto. Cette activité a été de courte durée. Quand on parle d'un groupe de motards criminalisés, on parle d'un gang. Ils ont peut-être fait des tours en moto au cours des années 1950 et 1960, mais ils ont évolué vers le crime organisé traditionnel. Pour les Pagans, le changement se produit au milieu des années 1960, pendant le règne du deuxième président, Fred Dodge Burns. Les membres lui attribuent le mérite d'avoir fait des Pagans ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand j'ai commencé, le président s'appelait Dodge Burns. Il avait pour politique de tuer tout le monde. Dodge Burns fait progresser le gang en fondant une demi-douzaine de chapitres en Virginie et au Maryland. Les premiers membres portent des croix gammées pour faire peur aux gens, mais affirment que le racisme n'a jamais fait partie du code de conduite des Pagans. À un certain moment, je portais une croix gammée. C'était pour faire peur, pour attirer l'attention du public. Comprenez-moi bien, il y a des racistes parmi les Pagans. Il y a des racistes partout. Au début des années 1970, Jimmy D et ses copains n'aiment rien de plus que de faire des randonnées, festoyer et coucher avec le plus grand nombre de femmes possible. S'il n'y avait pas eu de sexe de groupe, je n'aurais jamais fait partie des Pagans. C'était une orgie perpétuelle. Tout le monde se mettait à poil et sautait dans le tas. Sous la direction de Dodge, les Pagans s'étendent au nord en Pennsylvanie et s'allient à un autre gang de motards criminalisés réputés pour leur violence, les Sons of Satan, les fils de Satan. Le leader du gang est John Vernon Marin, alias Satan. Puis, en 1975, Dodge est tué en Virginie au cours d'une querelle de ménage. Satan incorpore son gang aux Pagans et Philadelphie devient leur quartier général alors qu'ils occupent peu à peu la ville. Il y avait un gang appelé les Dragons, il y avait les Warlocks, les Breed, les Wheels of Soul, les Thunder Guards. C'était des gangs de Philadelphie. Les Pagans les ont tous chassés. La nature violente des Pagans se confirme. Ses membres ont la réputation de s'emporter facilement. On pouvait être dans un bar et un de nos gars était soudain impliqué dans une bagarre. Même si on ne savait pas de quoi il s'agissait, on s'en mêlait. Pour financer ses activités, le gang se lance dans le commerce des stupéfiants. Il se concentre sur la méthamphétamine. Le gang Pagan contrôlait la meth à Philly. Il l'a toujours fait et le fera toujours. Jimmy D sait que la meth permettra au gang de poursuivre sa croissance. Comme le montre cette photo de surveillance où il vend cette drogue, à peine 2 semaines après son initiation. La meth est la drogue préférée de la plupart des gangs de motards. Elle nous garde alertes,
et nous permet de festoyer plus longtemps et de faire de plus longues randonnées. Le gang voue un grand respect à ceux qui dirigent le commerce de la drogue. Mais le véritable pouvoir appartient à l'homme qui agit en coulisses. Les Pagans les admiraient, et ce qu'ils disaient avait du poids. Mais le plus puissant était le préparateur. Le gars qui fabriquait la meth était celui qui prenait les décisions. Le préparateur des Pagans est quelqu'un de l'extérieur qu'il désigne sous le nom de citoyen. Avant moi, le gang faisait affaire avec des citoyens, des non-membres. Ils fabriquaient la meth. C'était des gars de la mafia. J'ai appris avec un gars qui s'appelait Rock'n'Roll. Il était lié à la mafia. À l'époque, il était le meilleur préparateur de meth. Jimmy D croit que le moment est venu de tenter sa chance. J'ai vu où je voulais aller. J'ai commencé à gravir les échelons. J'ai d'abord vendu quelques grammes, puis 28 grammes, ensuite un quart de kilo, un demi-kilo, puis je suis devenu préparateur. En 1979, Jimmy D devient préparateur de meth pour les Pagans à Philadelphie. On faisait de la Pagan pourpre. Toute la meth que je fabriquais était pourpre. La meth pourpre est la plus pure. Pour augmenter les profits, le conseil d'administration des Pagans, connu sous le nom de Club Mère, coupe la drogue avant de la vendre dans la rue. Je préparais la meth et le Club Mère recevait la meth à l'état pur. Il coupait ensuite la drogue comme il l'entendait et la distribuait à ses présidents qui la remettaient aux gars des chapitres selon leur rang. Elle passait de pourpre à rose foncé, à rose pâle, puis à blanc. Car chaque fois qu'on la coupe, elle devient de plus en plus pâle. Le secret qui entoure le gang des Pagans fait que le préparateur, Jimmy D, est le seul à savoir si la drogue est pure et avec quel produit elle est coupée. Du mannitol, c'est un laxatif pour bébé. Les gars se faisaient une ligne et devaient ensuite aller aux toilettes. En revenant, ils disaient « C'est de la bonne cam. J'ai dû aller aux toilettes. » Ils ne savaient pas que c'était parce qu'ils avaient sniffé du laxatif pour bébé. Les Pagans contrôlent le commerce de la drogue à Philadelphie, ce qui contribue à la croissance du gang tout le long de la côte Est. Comme il a juré de garder le secret, il est difficile de connaître exactement le nombre de ses membres. Au sommet de sa réussite, il compte 900 membres et 44 chapitres répartis en Pennsylvanie et en Caroline du Sud, ce qui en fait le 4e plus important gang de motards au pays. Avec une telle croissance apparaissent inévitablement des conflits avec d'autres gangs criminalisés, dont son principal rival, les Hells Angels. Les Hells Angels sont les figures de proue du monde des motards criminalisés. Les Hells Angels sont le plus important gang de motards criminalisés aux États-Unis. C'est probablement le gang qui compte le plus de membres, alors que les Pagans sont parmi les plus forts. Mais en termes de structure et de criminalité, ils sont à peu près égaux. Les Hells Angels sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent, mais ils découvrent que cela n'impressionne pas les Pagans. Même si le gang compte moins de membres, il est toujours prêt à se battre. Dès qu'il y a des Hells Angels et des Pagans, on peut être sûr qu'une bataille va éclater. Tôt ou tard, un des gars s'en prend à un autre, et c'est parti. On aime se battre. Les Pagans ne se contentent pas de s'opposer à d'autres gangs de motards. En 1981, le plus gros gang d'Amérique, la mafia italienne, exige d'avoir une partie des profits générés par le commerce des stupéfiants des Pagans. Mickey Scarfo était le patron de la mafia de Philadelphie. À un moment donné, il a décidé qu'on devait verser une certaine somme à son organisation pour avoir le droit de vendre de la drogue à Philadelphie. Il n'avait sûrement pas toute sa tête quand il a pensé qu'il pourrait convaincre les Pagans de lui remettre de l'argent. La mafia n'apprécie pas le refus des Pagans. Elle tente de faire pression sur le gang en enlevant un fournisseur de drogue. La riposte de Jimmy D ne se fait pas attendre. J'ai convoqué l'équipe de mon chapitre et on a commencé à kidnapper certains de leurs membres. Le 26 février 1981,
Jimmy D enlève 2 intouchables. Pour faire un coup d'éclat, il les force à traverser en voiture le centre-ville de Philadelphie. On était au coin de Broad et Walnut. Alors que j'avais un calibre 45 pointé derrière la tête du conducteur, il a vu 4 ou 5 policiers qui prenaient un café de l'autre côté de la rue. Il m'a dit que si je voulais tirer sur lui, je devais le faire immédiatement. Il s'est arrêté près du trottoir, convaincu que les policiers allaient le protéger. Il est sorti de la voiture et a commencé à courir. Jimmy D ne se laisse pas détourner de son but. Il se montre impitoyable. Je suis sorti de la voiture et j'ai tiré sur lui devant les policiers. L'homme survit et Jimmy D est arrêté. Mais son séjour en prison est de courte durée. Philadelphie est une ville très corrompue. On avait beaucoup de gens sur notre liste de paye. J'ai fini par sortir de prison sous un cautionnement de 750 $ pour une fusillade au centre-ville. Grâce au pot de vin qu'il a offert au service de police de Philadelphie, son procès n'a lieu qu'1 an et demi plus tard. La guerre du gang contre la mafia se poursuit, mais Jimmy D affirme que les Pagans ne lui ont jamais versé la moindre somme pendant qu'il dirigeait le gang. On est le géant le plus fort de la vallée. On a une réputation à défendre. Les Pagans sont un gang de motards criminalisés qui s'adonne à la violence et au trafic de stupéfiants. Ce groupe secret, réservé à un petit nombre de membres, contrôle son territoire avec ses propres lois. On observe les règles des Pagans. On ne veut pas être jugé par les forces de l'ordre. On refuse de suivre les lois de la société. Les Pagans respectent leur propre code. Ce code est inclus dans la constitution des Pagans. Il établit les obligations imposées aux membres, le rôle de la femme dans le gang et même le type de moto que les membres peuvent posséder. Il faut que ce soit une Harley-Davidson de 900 cm3 ou plus. C'est dans le livre des règlements. C'est ce qu'il faut posséder. Le livre des motards contient plus de règles que la Constitution. Pour pouvoir dire qu'ils sont des Pagans, les membres doivent suivre ces règles. Mais selon Jimmy D, une seule est primordiale. La règle la plus importante est que le club mère est tout-puissant. Le club mère est le nom que le gang donne à son conseil d'administration. Le club mère établit la politique nationale et la conduite du gang. Les chapitres sont soumis à son autorité. La structure des chapitres ressemble beaucoup à celle de l'armée, avec un sergent d'armes, un exécuteur et des soldats qui sont sous l'autorité d'un président que les Pagans appellent diamant. Ces gens portent un écusson en forme de losange indiquant 1% à l'arrière de leur veste. Leurs décisions sont sans appel. Il faut obéir à son diamant. Il faut faire tout ce que le diamant nous dit de faire. La nature ultra secrète des Pagans est liée à cette obéissance inconditionnelle. Je peux être dans un bar à 2 h du matin et décider d'aller voir des gars à New York. On va voir des gars à Pittsburgh. Le fait de pouvoir parcourir une certaine distance à moto et d'avoir un endroit où loger était une des choses qui me plaisait le plus chez les Pagans. Bien que plusieurs candidats souhaitent être des Pagans, il n'est pas facile de devenir membre. Le parcours de Danny commence de façon inusitée. J'ai connu une fille à une soirée et j'ai fini par rencontrer un groupe de Hells Angels. Je les ai trouvés cool. Les Hells Angels demandent à Danny de se joindre à eux. Son intégration au gang ne correspond pas à ce qu'il avait prévu. 2 ans plus tard, j'étais à une fête et un gars des Hells a essayé de coucher avec la fille qui m'accompagnait. On s'est battu. Je lui ai botté le cul, mais ensuite je me suis fait botter le cul par tous les autres. J'ai quitté les Hells Angels et j'ai commencé à fréquenter les Pagans. Danny aime l'attitude rebelle des Pagans et le secret qui entoure le gang. Il décide de devenir un prospect. C'est un rôle qui lui donne plusieurs responsabilités et peu de droits. N'importe quel pagan peut te dire quoi faire, mais il y a des limites. Ils ne peuvent pas prendre ta moto, coucher avec ta femme ou toucher à ta maison. Danny passe rapidement de recrue à membre de plein droit et devient éventuellement un exécuteur du gang.
Si un gars s'intéressait trop à la petite amie de quelqu'un ou autre chose, on m'appelait et on me demandait si je pouvais m'en occuper. Je n'avais aucun problème avec ça. Souvent, il ne connaît pas les détails de l'intervention. Il n'a besoin que d'un nom. Je suis entré dans un bar, j'ai vu le gars et je m'en suis approché. J'ai pris une boule de billard, je lui ai défoncé le crâne et je l'ai jeté dehors par la porte arrière. Puis j'ai enfourché ma moto et je suis parti. Lorsqu'ils recrutent des membres, les Pagans recherchent avant tout la brutalité, la loyauté et le comportement jusqu'au boutiste si important à leurs yeux. À l'époque, je me débrouillais plutôt bien. Je faisais ce qu'il fallait. J'étais à mon affaire et je ne laissais personne m'embêter. Les Pagans apprécient les gens qui savent se taire. Le gang a mis au point son propre langage pour aider ses membres à affronter les forces de l'ordre. Argo signifie « va au diable » et Nonia signifie « c'est pas de tes affaires ». On peut utiliser ces mots quand on est arrêté par les flics et qu'ils commencent à nous interroger. On crie « Argo Nonia » à tous les autres, ce qui veut dire « on ne parle pas ». La réponse à chaque question est « Argo Nonia ». Argo, va chez le diable, c'est pas de tes affaires. C'est un code qu'on a entre nous. Les Pagans réagissent quand un des leurs est traduit en justice. Ils se présentent souvent en nombre pour tenter de protéger leurs camarades. On peut ainsi voir dans la salle d'audience 10 ou 15 membres du gang qui dévisagent le jury et les témoins. Ils regardent le juge et le procureur d'un air menaçant pour tenter de les intimider et classer l'affaire. Le code des Pagans concerne aussi les femmes qui sont dans l'entourage des motards. Elles ne sont pas autorisées à être membres et sont considérées comme la propriété des hommes. Les femmes ont un écusson indiquant « propriété » quand elles ont la chance d'en avoir un. L'écusson indique « propriété de Jimmy D ». C'est ma propriété, comme ma moto et ma voiture. Je la possède. J'en fais ce que je veux. Quand on achète une auto, on peut la peindre si ça nous plaît. Je peux la prêter aux autres gars si ça me tente. Le gang ou le membre passe en premier et les affaires en deuxième. La moto est habituellement troisième, le chien quatrième et la femme est la dernière. Malgré la façon dont elles sont traitées, les femmes sont nombreuses à vouloir appartenir à un pagan. Elles aiment les mauvais garçons. Elles veulent probablement faire suer leur père ou quelque chose du genre. Qui sait ce qui les allume? Je ne comprends pas comment ils peuvent avoir envie d'un sale motard. C'est incroyable. Le gang, le style de vie, l'attention, le pouvoir les attirent comme un aimant. Il y a plus de femmes que d'hommes qui veulent en faire partie. Les femmes participent souvent au commerce de stupéfiants des Pagans. Le gang les utilise parfois pour transporter de la drogue ou des armes. Certains gangs utilisent les femmes pour la surveillance. Pour obtenir des renseignements, ils placent des femmes à certains endroits pour faire un travail spécifique. Les Pagans sont extrêmement fiers de leur couleur. Cette veste est plus importante pour eux que leur propre famille. Quand on a nos couleurs et qu'on prend la route, on est 30 ou 40 à rouler côte à côte et les autos doivent se tasser. Rien ne nous arrête. C'est presque une jouissance. Enfin, vous comprenez. Leur emblème apparaît sur l'écusson placé au centre de leur veste. Les Hells Angels ont une tête de mort. C'est un personnage inventé. Les Outlaws ont Charlie avec des pistons croisés et un crâne, un personnage de dessin animé. Les Warlocks sont Harpy, qui a un nichon et qui est à moitié homme. Ils ne savent pas ce que c'est. Le patch des Pagans représente Zootar. C'est un dieu du feu assis sur le soleil et entouré de flammes. Zootar a vaincu tous les autres dieux. Il règne sur l'enfer. Il s'est accroupi pour faire croire aux autres dieux qu'il était un petit homme. Puis il s'est levé dans les airs en tenant une grosse épée qui ressemble à un manche de hache. Et il leur a fracassé le crâne. Et maintenant il règne sur l'enfer. Le mythe scandinave de Zootar a aussi inspiré l'arme préférée du gang, le manche de hache.
Le manche de hache est l'arme idéale. La masse est également efficace. La seule chose qu'ils ne font pas, c'est tirer des balles. Les Pagans sont prêts à fracasser des crânes sans provocation. Mais pour se faire tabasser rapidement, il suffit de mépriser les couleurs du gang. Nos couleurs sont pour nous la chose la plus importante au monde. Il faut les protéger à n'importe quel prix. À Philadelphie, les Pagans croient à la fraternité et à la violence. Les motards vivent en Pagans et meurent en Pagans. Ton ami pourrait être le pire crétin de la planète et se battre sans aucune raison. Peu importe, tu dois rester solidaire de tes frères, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que ça fonctionne. Le gang limite à dessein le nombre de ses membres. Il croit que cela lui confère un avantage sur les groupes plus nombreux. Quand j'étais un pagan, je connaissais tous les membres. Si on recevait un appel d'un pagan qui avait un problème à 1600 km, c'était facile d'aller l'aider. Quand un Hells Angel de New York reçoit un appel d'un Hells Angel de la Californie qui s'appelle je ne sais quoi, il ne le connaît pas. Je suis pas sûr qu'il a autant envie de l'aider. Cette confrérie très unie n'est pas parfaite, et la voix du sang n'est pas toujours plus forte que l'argent. Jimmy D le découvre à ses dépens. Les Pagans m'ont réveillé. Les affaires sont les affaires. L'argent, c'est l'argent. Et la fraternité est une grosse farce. En 1982, alors qu'il est emprisonné pour avoir fait feu sur un mafioso en présence de policiers, Jimmy apprend que 3 membres des Pagans complotent avec la mafia pour le tuer et s'emparer de son commerce de stupéfiants. Ces 3 gars m'ont vendu pour $10 000. Ils ont donné le feu vert à la mafia pour qu'ils me tuent sans représailles. J'étais un membre de l'équipe. Il n'y avait pas plus pagan que moi. C'était la chose la plus importante dans ma vie. Quand j'ai découvert que mes frères, des gars de mon gang, m'avaient vendu pour que je me fasse tuer, je n'ai pas pu le supporter. Jimmy D décide de se venger des hommes qui l'ont trahi. Il fournit aux autorités fédérales des détails compromettants sur le gang. J'ai dénoncé chacun d'eux. S'ils ne m'avaient pas trahi, je serais encore un pagan aujourd'hui. J'aurais fait de la prison, gardé le silence, et j'aurais été bien considéré à mon retour. C'est parce qu'ils m'ont trahi que j'ai agi de cette façon. Les agents fédéraux utilisent les informations données par Jimmy D pour préparer des dossiers accablants contre les Pagans. Les Pagans ont été impliqués dans 2 affaires importantes en vertu de la loi RICO. Elles visaient les membres du club mère et ont durement touché la direction de l'organisation. Au cours des années 1990, le gang s'effondre. En 1998, Denny en subit les conséquences. À 6 heures du matin, une centaine d'agents fédéraux et de membres du bureau de l'ATF ont frappé violemment à ma porte et m'ont envoyé leur viseur laser en pleine figure. Pas question de me tirer dans une jambe, ils visaient tous la tête. Ça réveille plutôt mal. Les complices de Denny ont témoigné contre lui. Il est condamné à plus de 10 ans d'emprisonnement pour complot. On est censé être tous des frères, forts et solidaires, mais c'est de la foutaise. Quand on se retrouve au palais de justice, chacun veut sauver sa peau. Pendant que les Pagans sont en difficulté, leur plus grand rival, le gang des Hells Angels, occupe peu à peu leur territoire. En 2000, les Hells Angels s'implantent au New Jersey et à New York. Lorsqu'ils tentent de s'installer à Philadelphie, les Pagans décident de réagir. Ce qui donne lieu à l'une des pires guerres de gangs de l'histoire. « 2002, à Philadelphie. Les Hells Angels commencent à recruter des Pagans et tentent de les convaincre de changer de camp.
On ne renonce pas à ses couleurs de pagan pour prendre celles d'une autre organisation, surtout les Hells Angels à ce moment-là. Le premier pagan à devenir un Hells Angel est Tom Thinker Woods, un ancien leader du club mère des Pagans. Il a communiqué avec les Hells Angels et leur a offert le chapitre de Philadelphie. Il a dit que ces gars étaient prêts à devenir des Hells Angels et qu'ils allaient s'occuper des Pagans si les Hells les laissaient porter leurs couleurs. Dans le milieu des motards, ça a été considéré comme un péché mortel, pour ainsi dire. Cette trahison provoque la fureur des Pagans. En février 2002, les Hells Angels organisent le Hellraisers Ball à Long Island. Les Pagans croient que les traîtres de Philadelphie y seront. Ils décident de leur donner une leçon et d'en servir une aux Hells par la même occasion. Des appels ont été faits aux Pagans de différents endroits, notamment à plus de 30 membres de Philadelphie. Ils devaient se rendre au Hellraisers Ball et les attaquer. Les Pagans se rencontrent, rédigent leur testament, puis passent à l'attaque. 2 ou 3 gars sont entrés et la bataille a commencé. D'autres sont ensuite arrivés et ça a créé un embouteillage. Ils ne pouvaient aller nulle part, il n'y avait aucune issue. La porte tournante ralentit les Pagans. Seuls quelques membres réussissent à entrer. Les Hells Angels ouvrent le feu immédiatement. À leur arrivée, ils avaient l'air d'une horde de barbares. Mais ils ont été bloqués à cet endroit. Un pagan est abattu sur place. Cet agent d'infiltration se tient juste derrière le tireur des Hells Angels. Surpassé en nombre, il n'a pas le choix. Si j'avais fait feu sur ce tireur, toutes les armes auraient été dirigées vers moi. Plus de 500 armes différentes ont été trouvées sur place. Il se fichait complètement que de simples citoyens soient présents. Les Pagans sont arrivés en force, mais n'ont prévu aucune stratégie en cas de fuite. La plupart sont capturés par des policiers dans le stationnement. Certains s'enfuient, mais ils portent leurs couleurs et sont rattrapés dans les rues avoisinantes. Au total, 73 Pagans sont arrêtés. 2 Hells Angels, dont le tireur, Raymond Dwyer, sont également appréhendés. Dwyer est accusé de meurtre au second degré, une accusation qui est retirée à la suite d'une négociation de plaidoyer. Il est finalement condamné à 1 an d'emprisonnement pour une accusation connexe de possession d'armes. Les Pagans crient néanmoins victoire. Ils sont allés à Long Island et leur ont fait passer un mauvais quart d'heure. Ils ont botté le cul des Hells Angels sur leur propre territoire. 73 Pagans ont été emprisonnés. Personne n'a parlé. Tout le monde a fait son temps. Ils y sont tous allés pour le gang et ils sont rentrés chez eux. Ils ont affirmé qu'ils étaient prêts à aller n'importe où, n'importe quand, si on avait besoin d'eux. La guerre est loin d'être terminée et les Hells Angels veulent se venger. En mars 2002, une bombe incendiaire ravage un salon de tatouage du sud de Philadelphie appartenant à un membre des Pagans. La police croit à un acte de représailles de la part des Hells Angels. Les Hells Angels continuent de manifester leur présence à Philly. La rumeur a couru qu'ils allaient ouvrir un repère pour se réunir, et soudain le repère était là. Ils y ont tenu quelques rencontres. Pour les Pagans, il n'y a pas de pire affront. Les Pagans ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Ils ont commencé à leur tirer dessus et à les tuer. Philadelphie a été le territoire des Pagans pendant plusieurs décennies. Mais les Hells Angels occupent peu à peu la ville et la guerre entre les gangs s'intensifie. En 2005, elle atteint un point culminant lorsque les Pagans assassinent le président du chapitre de Philadelphie des Hells Angels, Tom Thinker Woods.
Il est un des premiers Pagans à avoir quitté le gang pour les Angels. Les Pagans l'ont suivi et l'ont tué sur l'autoroute Schuylkill. Ils ont prouvé hors de tout doute qu'ils étaient les maîtres de Philadelphie. Les Hells Angels étaient venus en ville. Il était le président, il était le plus important, et les Pagans l'ont tué. Personne ne sera jamais arrêté pour ce crime. Ce meurtre audacieux convainc les Hells Angels de céder Philadelphie aux Pagans. Dans le milieu du renseignement, on disait que le niveau de violence et d'agitation préoccupait les membres. Ils estimaient que les problèmes qui en résultaient n'en valaient pas la peine. Je n'ai jamais vu les Hells Angels quitter une ville importante aussi rapidement. Ils ont plié bagages et sont partis. Le gang des Pagans est resté inchangé pendant la majeure partie de son existence. La violence continue d'être sa principale caractéristique. J'ai vu des passages à tabac horribles. Un individu pouvait se faire frapper sur la tête à plusieurs reprises avec des manches de hache. Il était défiguré à jamais. Contrairement aux Hells Angels, les Pagans n'ont jamais voulu être très nombreux. Le secret qui les entoure leur permet de rester sous le radar de la police. Aujourd'hui, les Pagans tentent de reconstruire le gang. Ils essaient de recruter de nouveaux membres pour remplacer ceux qu'ils ont perdus dans leur combat contre les Hells Angels. Les Pagans ont des problèmes depuis une dizaine d'années. D'autres gangs les talonnent pour devenir aussi importants qu'eux. Les Mongols, les Warlocks. Je ne les vois pas abandonner la partie. Pas au profit d'autres gangs rivaux. Pas à court terme. Ils n'abandonneront jamais, ils se battront jusqu'au bout. Je serais surpris qu'ils renoncent. Les Pagans tentent également d'améliorer leur image. Une initiative que Jimmy D déplore. Ils veulent maintenant faire le bien. Ils paradent devant le peloton et recueillent des jouets pour l'hôpital pédiatrique. Quelle connerie! On fait partie des 1%. On est des hors-la-loi. On n'est pas des bons gars. La plupart de mes amis ont été emprisonnés à vie ou sont morts pour avoir contribué à la réputation des méchants Pagans. Si le gang des Pagans persiste à rester secret, Jimmy D croit qu'il aura plusieurs occasions de bâtir une entreprise et de recruter de nouveaux membres, particulièrement au moment où les autorités se préoccupent de questions plus urgentes. Depuis le 11 septembre, le gouvernement dépense tellement d'argent pour la sécurité intérieure qu'il laisse le champ libre au groupe de motards. C'est le temps d'agir. Tout l'argent est consacré au 11 septembre et au maintien de l'ordre, et les gars peuvent faire n'importe quoi. Si c'était arrivé à mon époque, je serais milliardaire. Jimmy D est inscrit sur les listes noires du gang. Il dit qu'il en a assez des Pagans. Le gang ne m'intéresse plus. Je ne pouvais même plus les regarder quand ils m'ont fait ça. Denny se sent également trahi par les siens. Je suis rentré chez moi à ma sortie de prison et je me suis éloigné du gang. La loi dit que je ne dois avoir aucun contact avec qui que ce soit pour je ne sais combien de temps, et je vais m'en tenir à ça. C'est mon choix de rester loin d'eux. Il dit qu'il ne parvient toujours pas à accepter ce qui lui est arrivé. On construit quelque chose, puis 2 ou 3 mouchards viennent tout ficher par terre. C'est sûr que ça démolit quelqu'un. Mentalement, c'est difficile à accepter. Ceux qui continuent de faire partie des Pagans vivront toujours selon leur propre code, quoi qu'il arrive. Ils seront toujours violents, ils seront toujours cinglés, et ils iront toujours jusqu'au bout pour accomplir ce qu'ils veulent faire. Les Pagans sont là depuis longtemps, mais ils sont encore et toujours les plus forts.